Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Ils ont menotté un colonel américain, mais un appel a glacé les policiers sur place. Le soleil tapait fort ce mardi après-midi sur la petite ville de Springfield, nichée paisiblement au cœur du Midwest américain. C'était l'un de ces jours d'été où le ciel semble trop grand, d'un bleu pur sans le moindre nuage, et où l'air est épais, chargé de chaleur et de parfums d'herbes coupées. Les rues, larges et tranquilles, étaient bordées d'arbres centenaires dont les branches touffues dessinaient des ombres mouvantes sur les trottoirs. Les vitrines des commerces locaux renvoyaient les rayons du soleil, faisant scintiller les enseignes artisanales des boulangeries, des salons de thé et des boutiques de livres. Une brise légère mais chaude faisait danser paresseusement les feuilles des platanes, et chaque bourrasque portait avec elle des échos de rires d'enfants, de musique s'échappant d'un vieux poste de radio, et de conversations détendues sur les terrasses. Un vieux monsieur lisait le journal sur un banc, un gobelet de café glacé à la main, tandis qu'un chien paresseux dormait à l'ombre d'un réverbère. Tout respirait la quiétude, la routine d'une ville où rien ne semble jamais vraiment troubler l'ordre des choses. Soudain, brisant doucement cette torpeur, une voiture noire élégante, une Lincoln MKZ aux vitres légèrement teintées s'arrêta lentement le long du trottoir, juste devant la librairie locale, Books & Beyond. Un endroit chaleureux et discret, tenu par un couple de retraités passionnés de littérature. L'éclat de la carrosserie contrastait avec la poussière accumulée sur les pick-up et les utilitaires voisins. Le moteur se coupa. Le silence reprit sa place. La portière s'ouvrit, et une femme en descendit. Elle bougea avec grâce et assurance. Le colonel Grace Williams, 38 ans, officier de l'armée américaine, descendu de la voiture avec la maîtrise naturelle d'une femme habituée à prendre des décisions sous pression. Sa réputation la précédait dans les cercles militaires, décorée à plusieurs reprises pour son courage. Elle avait dirigé des missions humanitaires dans des zones de conflit, négocié la paix dans des régions instables, et formé des centaines de jeunes recrues. Mais ici, à Springfield, elle n'était qu'une fille qui revenait chez elle. Elle avait pris quelques jours de congé pour rendre visite à sa mère, atteinte d'une maladie chronique et vivant seule dans une petite maison en bois au sud de la ville. Ce congé n'était pas seulement une pause logistique, c'était un moment profondément humain, intime, où la fille redevenait fille avant de redevenir soldate. Grace portait une tenue civile modeste mais soignée, un pantalon kaki bien coupé, un polo bleu marine à col rigide, et une veste légère nouée autour de sa taille. À ses pieds, des chaussures de marche confortables, usées par les kilomètres mais toujours impeccables. À son poignet gauche, une montre militaire précise, robuste, un cadeau de son père disparu, ancien officier lui aussi. Ses cheveux noirs étaient tirés en un chignon bas, simple et strict. Quelques mèches rebelles tentaient de s'échapper sous l'effet du vent. Son visage, sculpté par le temps et l'expérience, portait les traces d'une fatigue accumulée au fil des années, mais aussi la force tranquille d'une femme qui a traversé l'enfer sans jamais baisser les yeux. Ses yeux, sombres et vifs, balayaient les alentours avec attention, non par paranoïa, mais par habitude d'observer. Tout en elle respirait la maîtrise de soi. Et pourtant, malgré cette stature imposante, malgré l'énergie contenue dans chacun de ses gestes, Grace avançait avec douceur. Elle ne marchait pas comme une conquérante, mais comme une femme en paix, marchant sur les terres de son enfance. Elle respira profondément, s'arrêtant un instant pour contempler la devanture de la librairie. Un léger sourire traversa ses lèvres. Elle se souvenait encore des étés passés à feuilleter des romans dans cette boutique, adolescente, avant que l'armée ne devienne sa vocation. Ce retour à Springfield avait le goût doux amer de la nostalgie, de ces lieux qui ne changent jamais vraiment, même quand nous avons changé. Elle fit un pas vers la porte en verre de la librairie, ignorant qu'à quelques dizaines de mètres, quelqu'un la regardait déjà avec suspicion. À quelques mètres de là, dans une voiture de patrouille stationnée à l'ombre d'un érable, l'agent Rick Dawson, 27 ans, observait les allées et venues sur l'avenue principale. Originaire de Springfield, il connaissait les rues comme sa poche. Fils d'un ancien shérif local et petit-fils d'un vétéran de la guerre du Vietnam, Rick avait grandi avec un fort sentiment d'autorité et de devoir. Mais ce sens du devoir, combiné à une formation limitée et une éducation remplie de préjugés latents, avait forgé en lui une vision du monde rigide. Il y avait ceux qui appartenaient, et ceux qui détonnaient. Rick Dawson n'était pas foncièrement mauvais.
Il voulait bien faire. Mais il souffrait d'un complexe très commun dans certaines forces de l'ordre, celui de vouloir prouver qu'il contrôle la situation, coûte que coûte, même quand il ne la comprend pas vraiment. Il voulait faire ses preuves, être pris au sérieux par ses collègues plus expérimentés, montrer qu'il savait flairer les situations anormales. Ce jour-là, il était particulièrement tendu. Une alerte radio avait mentionné une voiture noire de luxe signalée à quelques kilomètres, supposément volée dans un autre comté. Il avait reçu peu de détails, mais cela suffisait à nourrir ses soupçons. Dans sa tête, les choses s'alignaient, voiture haut de gamme, plaque militaire, conductrice noire et seule dans un quartier calme, il n'en fallait pas plus à Rick pour se persuader qu'il tenait quelque chose. Lorsqu'il vit la berline Lincoln MKZ noire se garer devant la librairie, son instinct, ou plutôt ses biais non questionnés, s'activèrent. Il fronça les sourcils, se redressa sur son siège, et observa à travers le pare-brise teinté. Une femme noire au volant d'un véhicule aussi coûteux, dans un coin tranquille de Springfield, avec une plaque militaire, pensa-t-il. Et si c'était justement ça, le camouflage parfait? Le doute se transforma en certitude dans son esprit. Il coupa le moteur, sortit de son véhicule et referma sa portière d'un geste nerveux. Ses bottes claquèrent sur le trottoir alors qu'il marchait d'un pas rapide vers la voiture de Grace. Sa main effleura machinalement sa ceinture, vérifiant la position de son arme, une habitude qu'il adoptait toujours lorsqu'il se sentait sur le point d'intervenir. Il n'avait pas encore échangé un mot avec elle, mais dans son regard, la méfiance était déjà là. Il s'approcha, le torse bombé, cherchant à se donner une autorité qu'il n'était pas sûr de posséder intérieurement. « Bonjour, madame, vous êtes au courant que ce véhicule a été signalé comme potentiellement volé ?» lança-t-il, sans sourire, sans préambule, d'un ton sec et soupçonneux. La femme se retourna lentement vers lui. Elle n'avait rien de menaçant. Au contraire, son calme, sa posture droite, son regard lucide, trahissaient une maîtrise parfaite d'elle-même. Elle ne s'emporta pas, ne protesta pas. « Je suis le colonel Grace Williams, du 101e bataillon aéroporté, répondit-elle avec un calme glacé. Ce véhicule m'appartient, voici mes papiers. Elle tendit son portefeuille ouvert, où l'on pouvait voir une carte militaire avec sa photo et son rang. Mais Dawson ne vit pas une officier de haut rang. Il vit ce que ses réflexes mal formés lui dictaient de voir, une personne qu'il devait contrôler. Son agacement monta d'un cran. Il n'avait pas l'habitude d'être défié, et encore moins avec autant de sang-froid. Le ton calme et autoritaire de Grace le déstabilisa. Cela ne collait pas avec son scénario intérieur, celui où il était le gardien de la loi, face à une suspecte confuse. Il plissa les yeux, puis recula d'un pas, sortant son talkie-walkie. « Centrale, ici l'unité 12, j'ai besoin de renforts pour vérification d'un véhicule potentiellement volé, plaque militaire, conductrice prétendument militaire, répète-t-il avec insistance, comme pour faire douter la radio elle-même. Puis il s'adressa à Grace, en levant la main avec autorité. « J'ai besoin de vérifier vos documents plus en détail. Ne bougez pas. Je vous les ai donnés. Mon identité est parfaitement vérifiable, dit-elle, un peu plus durement cette fois. » Mais Rick ne l'écoutait déjà plus. Il était dans son propre film, dans lequel il devait contrôler la situation avant que les choses n'échappent à son autorité. Sans prévenir, il recula d'un pas et leva la voix. « Je vous ordonne de rester où vous êtes. Posez vos mains sur le véhicule, maintenant. » Grace, étonnée par la brusquerie, redressa légèrement le menton. Sa voix resta posée, mais une ombre de stupeur passa dans son regard. Ce n'était pas la première fois qu'on la regardait de travers en civil, mais jamais une interaction n'avait dégénéré aussi vite. « Monsieur l'agent, dit-elle calmement, mais avec une fermeté indiscutable, je suis militaire, colonel dans l'armée des États-Unis. Je vous demande de respecter le protocole. J'ai mes papiers sur moi, dans ma poche intérieure. » Elle articula chaque mot avec précision, comme sur un champ de bataille, consciente que chaque phrase pouvait être mal interprétée. Mais l'agent Dawson, tendu, incapable de lire correctement la situation, n'entendait plus que le battement de son propre cœur. Il n'était plus question de justice ou de prudence, pour lui, le contrôle était devenu une affaire d'ego. Et le calme de Grace? Il le prit pour de la provocation. « Posez les mains sur le véhicule, maintenant. » cria-t-il,
sa voix montant d'un cran, tranchante comme une lame. Son ton résonna dans la rue, brisant le murmure ambiant. Quelques passants, jusque-là distraits par leur course ou leur café, tournèrent la tête. La scène les intrigua aussitôt. Une femme noire, bien habillée, calme, face à un jeune policier agité? Il y avait là quelque chose qui sentait l'injustice. Certains sortirent discrètement leur téléphone. Les premières vidéos commencèrent à être filmées. D'autres s'approchèrent un peu, hésitants, murmurant entre eux. L'atmosphère, jusqu'alors paisible, devint lourde, chargée d'un malaise électrique. Grace, sentant la tension monter, conserva sa position. Elle n'avait pas bougé d'un centimètre, ses mains légèrement écartées en signe de non-agression. Pourtant, alors qu'elle glissa lentement la main vers l'intérieur de sa veste pour en extraire ses papiers d'identification, Rick Dawson bondit en avant. Pas de mouvement brusque. Hurla-t-il, attrapant son bras avec brutalité. La foule sursauta. Avant même qu'elle puisse expliquer, il la saisit à deux mains, la tourna et la plaqua contre le capot brûlant de la voiture. Le choc fut brutal mais maîtrisé, comme s'il voulait l'humilier sans laisser de traces trop visibles. Grace grimaça légèrement, sentant la chaleur du métal traverser ses vêtements. Mais elle ne cria pas. Elle ne supplia pas. Elle resta droite, même pliée sous la contrainte. « Vous êtes en train de commettre une erreur », murmura-t-elle d'une voix toujours calme, tandis qu'il passait les menottes à ses poignets. Mais Dawson n'entendait plus rien. Aveuglé par l'adrénaline, il jeta des coups d'œil autour de lui, réalisant seulement maintenant les dizaines de regards braqués sur lui, les téléphones qui enregistraient tout. Il venait de menotter une femme noire sans violence, sans résistance, et désormais sans raison légitime. Grace tomba à genoux sur l'asphalte, le visage effleurant presque le sol. La chaleur du bitume lui brûlait les genoux à travers son pantalon, mais elle resta imperturbable. Elle leva la tête, croisa brièvement le regard de deux enfants derrière une vitrine. Ils la regardaient, bouche bée, comme si le monde venait de se fissurer sous leurs yeux. Elle inspira, ferma un instant les yeux, puis ouvrit la bouche. « Prenez mon téléphone. Il est dans ma poche droite. Appelez le numéro en haut des contacts favoris. Maintenant. » Dawson hésita, haussa un sourcil, sceptique. Il glissa la main dans la poche indiquée et sortit l'appareil. L'écran s'alluma sur une photo de deux soldats souriants, en uniforme. Il ricana, à demi-voix. « Et je suppose que je vais tomber sur le président ?» lança-t-il sarcastiquement, à moitié moqueur, sans savoir que le sol qu'il foulait allait bientôt s'effondrer sous lui. Il composa, mis sur haut-parleur. La tonalité retentit. « Oui », répondit une voix grave et directe à l'autre bout du fil. « Oui, ici l'agent Rick Dawson du département de police de Springfield. Je viens d'interpeller une femme qui prétend être un colonel de l'armée. » Il n'eut pas le temps de finir. « Vous avez menotté qui ?» coupa la voix, glaciale, autoritaire. Un silence de plomb s'abattit. Tous ceux qui écoutaient autour comprirent instantanément que quelque chose de grave venait de se produire. « Agent Dawson, ici le général Robert Harlan, commandant du district militaire de l'Est. Vous venez de mettre les menottes à une vétérane décorée, le colonel Grace Williams. Si vous ne la libérez pas immédiatement, considérez votre carrière terminée et votre service suspendu. Vous avez 5 secondes avant que le Pentagone ne prenne des mesures. » Rick Dawson se figea. Tout son corps sembla se contracter. Son regard alla d'un passant à un autre, puis à la caméra d'un adolescent qui filmait juste à côté de lui. Il pâlit. Ses doigts, tremblants, glissèrent sur le fermoir des menottes. « Colonel, je suis désolé, » bredouilla-t-il en lui retirant les menottes avec précaution, presque honteusement. Grace se redressa lentement, frotta ses poignets rougis, puis se tourna vers lui, le visage dur mais digne. « Vous n'avez pas simplement arrêté une femme. Vous avez humilié l'uniforme. Le vôtre. Et le mien. » Dawson resta muet. La rue entière s'était tue. La vidéo, diffusée en direct par plusieurs témoins, allait faire le tour du pays en quelques heures. La foule, désormais choquée et silencieuse, observait Grace se relever lentement, les poignets encore marqués par les morsures métalliques des menottes.
La douleur physique était réelle, mais insignifiante comparée à l'affront qu'elle venait de subir. Son visage, pourtant, ne trahissait aucune haine, aucune détresse. Son regard était droit, fier, incandescent d'une dignité intacte. Un murmure traversa la rue. On entendait quelques « Oh mon Dieu !» Des respirations haletantes, des protestations à peine audibles. Plusieurs témoins avaient cessé de filmer, non par désintérêt, mais par respect, par instinct, comme si quelque chose de solennel se jouait devant eux. Grace s'adressa à Dawson, non pas comme à un ennemi, mais comme à un homme qu'elle tenait à réveiller de son aveuglement. « Vous n'avez pas seulement arrêté une femme noire aujourd'hui, dit-elle d'une voix calme, claire et posée, vous avez humilié le symbole même de l'armée américaine. Vous avez menotté l'un de ses officiers supérieurs sans raison, parce que votre œil a été guidé par vos peurs, pas par les faits. » Chaque mot tomba comme une gifle. Dawson ne répondit rien. Son regard fuyait, ses mains tremblaient légèrement. Il savait qu'il ne pourrait pas effacer ce moment. Il était désormais l'agent qui avait menotté le colonel Grace Williams, et le pays entier allait le savoir. Pendant ce temps, les vidéos déjà tournées s'échangeaient sur les réseaux sociaux à une vitesse fulgurante. En moins d'une heure, le nom de Grace Williams figurait en tendance nationale sur Twitter, Instagram, et même TikTok. Des extraits de la scène circulaient partout, le calme de Grace, l'arrogance de l'arrestation, l'appel téléphonique surréaliste avec le général Harlan. Des hashtags se multiplièrent, hashtag Colonel Williams, hashtag Respect Rank, hashtag Justice pour Grace. Des vétérans, des soldats, des civils, des mères, des enfants, des célébrités, tous prenaient la parole. Des figures politiques demandèrent des comptes. Des analystes dénoncèrent le racisme systémique, le profilage racial, l'irrespect des institutions, l'ignorance des procédures militaires. Quelques jours plus tard, dans le bureau du commissariat central de Springfield, l'atmosphère était glaciale. L'agent Rick Dawson, désormais suspendu de ses fonctions de patrouille, assis face à un inspecteur des affaires internes, écoutait les chefs d'accusation à voix basse. Ses supérieurs, pressés par la hiérarchie militaire, avaient agi vite. Il fut contraint de suivre une formation approfondie sur les biais inconscients, la désescalade des conflits, et les obligations constitutionnelles face aux membres des forces armées. Mais cela ne suffisait pas à laver l'humiliation publique ni à restaurer la confiance. L'uniforme de police qu'il portait avec tant de fierté quelques jours plus tôt semblait désormais lourd, presque étranger. Grace, quant à elle, retourna à sa base. Mais quelque chose avait changé. Lorsqu'elle pénétra dans la cour principale du centre de commandement de Fort Campbell, ses collègues l'attendaient. En silence. Tous alignés. Des jeunes recrues aux officiers les plus gradés. Ils la saluèrent comme on salue une légende. Un silence respectueux précéda une salve d'applaudissements retenus mais vibrants. Une journaliste militaire lui demanda, plus tard, si elle se sentait vengée. Elle répondit. « Je ne cherche pas la vengeance. Je veux qu'on regarde mes frères, mes sœurs, mes enfants, et qu'on les voie pour ce qu'ils sont, pas pour ce que certains craignent qu'ils soient. Je veux que mon uniforme protège, même quand je ne le porte pas. » Elle reprit son service avec la même discipline, mais désormais, son aura avait changé. Elle ne portait plus seulement ses médailles sur la poitrine, décorations gagnées sur des terrains lointains, elle portait une histoire. Un combat. Une victoire civile. Elle était devenue malgré elle un symbole, celui de la dignité inaltérable, de la maîtrise face à l'injustice, de l'élégance dans la résistance. Des lettres lui parvinrent de partout dans le pays. Une adolescente noire du Texas lui écrivit « Grâce à vous, je veux devenir officier. » Une vétérane de guerre d'origine hispanique, merci de nous avoir défendues toutes. Une ancienne professeure de lycée, vous avez rappelé au pays que le respect ne dépend pas de la couleur de la peau, mais du cœur, du service, du mérite. Son histoire inspira une campagne nationale pour renforcer l'éducation des forces de l'ordre sur les protocoles liés aux vétérans et aux minorités. Des bases militaires invitées à collaborer avec les services de police. Des dialogues furent ouverts, des ponts jetés entre institutions trop longtemps séparées par la méfiance. Et à chaque conférence où elle fut invitée, à chaque interview télévisée, à chaque salle où elle entrait, les gens se levaient. Pas seulement pour le colonel. Mais pour ce qu'elle représentait, l'honneur, même humilié, peut se relever plus haut que jamais.